Chaque année en France, plus de 50 000 hommes se voient annoncer cette mauvaise nouvelle. Ils souffrent d'un cancer de la prostate. Qu'est-ce que ce cancer? Existe-t-il des facteurs de risque ou des signes d'alerte? Peut-on le prévenir? Peut-on en guérir? C'est le plus fréquent chez l'homme, mais beaucoup d'idées reçues circulent encore sur cette maladie. Avec mes invités, nous allons les passer en revue et au bout de cette heure d'émission, vous devriez tout savoir sur le cancer de la prostate. Je suis ravie d'accueillir sur ce plateau le professeur Marc-Olivier Timsit, urologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, le docteur Renan Flipeau, oncologue médical à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, Maxime Duflot, conseiller scientifique du laboratoire Bayer dans le domaine de l'uro-oncologie, et Olivier Jérôme, président de l'association Sérum. Alors tout d'abord, Olivier Jérôme, en 2 mots, qu'est-ce que Sérum? Quel est l'objectif de cette association? Alors Sérum est une association de patients qui s'occupe des cancers masculins. Donc le cancer masculin sur le cancer de la prostate, le cancer des testicules et le cancer de la verge. Très très rare le cancer de la verge, le cancer de la prostate, comme on l'a dit, à peu près 50 000 nouveaux cas par an, avec à peu près un homme qui meurt en France toutes les heures d'un cancer de la prostate. Le cancer du testicule, qui lui est plus l'homme jeune, avec à peu près 2500 cas. Mais aujourd'hui, voilà, association de patients, afin de dédramatiser et de pouvoir, on va dire, sensibiliser les hommes sur le cancer de la prostate, qui est le but de ce programme. Et les informer. Et les informer. Maxime Duflot, vous êtes associé au programme Prostate Mode d'emploi de Sérum. En quoi consiste-t-il? Oui, tout à fait. Donc, c'est un programme qu'on a co-construit en fait, avec Sérum. Ça fait des années que nous travaillons avec Sérum. Le laboratoire Bayer est aussi a un but aussi pour mettre au centre de nos préoccupations le patient. Pour ce faire, on travaille en étroite collaboration avec Sérum. On a lancé une enquête pour savoir finalement quels étaient les besoins des patients. Et vous allez le voir dans ce programme. Tout d'abord, nous allons faire cette émission qui est pour expliquer, et c'est important d'informer les patients. Donc nous allons leur expliquer un peu ce qu'est le cancer de la prostate, les acteurs, réunir les acteurs autour de cette problématique. Et puis, vous allez le voir dans un programme qui va se traduire au cours du temps par différents sujets qui ont été les sujets aussi que Sérum nous a apportés, qui sont des sujets vraiment les plus importants qu'on a décidé, les vraies préoccupations de nos patients. Et c'était très important pour ce faire de mettre tous les acteurs finalement autour de la table, que sont bien les patients avec les associations de patients, les urologues, les oncologues médicaux. Il y aurait pu aussi avoir finalement les oncologues radiothérapeutes et même nos institutions de santé, puisque tout ça permet, et en tout cas, et on essaye de faire avancer la prise en charge des patients. Et ça, c'est très important de les informer. Alors, nous allons effectivement essayer de la faire avancer, notamment en tordant le cou à un certain nombre d'idées reçues. Elles circulent encore beaucoup sur la prostate et le cancer de la prostate. Professeur Marc-Olivier Timsit, commençons par une de ces idées reçues. La prostate, cela ne sert à rien. Vrai ou faux? Il n'y a pas grand-chose qui ne serve à rien dans notre corps, et non, la prostate est très utile, puisqu'elle fabrique le liquide séminal. C'est un constituant essentiel de la fabrication de sperme. Donc c'est une glande indispensable pour notre fertilité. Et c'est une petite glande qui se trouve sous la vessie, effectivement, donc, qui a cette vocation-là. Elle fabrique ce liquide séminal qui se mélange aux spermatozoïdes pour pouvoir faire le sperme. Docteur Renan Flipeau, autre idée reçue que je vous soumets. Avec le cancer de la prostate, il n'y a pas de signe d'alerte, tout du moins à un stade précoce. Vrai ou faux? En partie vrai. Effectivement, les signes d'alerte sont finalement assez rares, et d'où l'intérêt des discussions qu'on aura un peu plus tard sur la question du dépistage ou du diagnostic précoce. Le diagnostic s'accompagne assez rarement de symptômes pour la simple et bonne raison que la prostate est un organe dans une situation anatomique bien particulière, puisqu'elle est à la convergence des voies génitales, comme on l'a dit, et des voies urinaires, mais que le cancer émerge le plus souvent d'une partie périphérique de la prostate, et donc loin des conduits urinaires ou spermatiques. Et donc, il est assez rare qu'on ait, dans ce contexte-là, des obstructions ou des douleurs, même si ce sont certains signes qui peuvent être observés dans certains cas de cancer de la prostate. Donc les signes d'alerte sont plutôt troubles urinaires ou difficultés sexuelles, c'est plutôt des signes plus tardifs, et puis ils ne sont pas forcément spécifiques du cancer de la prostate, d'où la difficulté. Alors voilà, vous soulignez bien ça, c'est qu'attention, c'est pas parce qu'on a des difficultés urinaires
ou d'autres symptômes au niveau du bassin que on va forcément être sur un contexte de cancer de la prostate. La cause la plus fréquente de troubles urinaires chez l'homme, et a fortiori l'homme âgé, sont plutôt ce qu'on avait appelé des adénomes de la prostate. C'est l'hypertrophie prostatique qui est tout à fait bénigne et qui est extrêmement classique au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge. Olivier Jérôme, dans votre association, vous rencontrez des hommes concernés par le cancer de la prostate. Sont-ils plutôt dépistés précocement ou tardivement, compte tenu de cette absence de signes d'alerte? Oui, alors justement, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de vraie alerte, justement, et de signes vraiment avant-coureurs du cancer de la prostate. Donc, on a tendance, malheureusement, à avoir des hommes qui nous contactent quand il y a des formes très avancées de cancer de la prostate. Qui fait que, justement, alors des fois de façon fortuite, par exemple, justement, avoir entendu des problèmes pour uriner ou d'uriner trop souvent, donc vont aller voir le médecin qui va peut-être, effectivement, lui faire un taux de PSA ou d'autres choses. Mais souvent, c'est découvert un peu trop tardivement et c'est ce qu'on aimerait que ça puisse changer. Docteur Philippot, autre idée reçue, le cancer de la prostate, c'est un cancer de vieux. Vrai ou faux? Alors encore, oui et non. Oui, parce que comme beaucoup de cancers, leur incidence augmente généralement au cours de la vie. Et il est vrai que l'âge moyen est aux alentours de 75 ans, l'âge moyen de survenue, mais ça ne veut pas dire, et loin de là, qu'il n'existe pas des formes jeunes et qu'il faut justement plutôt dépister, en tout cas identifier le plus précocement possible pour que le traitement soit le plus adapté et puis soit le plus efficace. Donc, vigilance un petit peu chez tout le monde quand même. Et si tous les hommes vivaient jusqu'à 100 ans ou plus, est-ce qu'ils auraient tous un cancer de la prostate? Est-ce un cancer inéluctable en quelque sorte? Alors, c'est une question qui revient souvent quand on parle de cancérologie, et c'est également des questions qu'on voit avec le cancer du sein ou autre. On se dit, ben voilà, au cours de la vie, on a de plus en plus de probabilités de faire un cancer. Ce qui est important, c'est de voir ce qui va être pertinent sur le point de vue médical, c'est-à-dire qu'un certain nombre de cancers, et y compris certains cancers de la prostate, sont des cancers d'une évolution excessivement lente et qui, parfois, s'ils n'étaient pas diagnostiqués, ne poseraient pas de gros problèmes médicaux. Donc oui, potentiellement, un grand nombre de patients se verront se développer potentiellement des cellules qu'on va appeler aujourd'hui des cellules cancéreuses, encore que sur ces formes d'évolution très lente, je dirais que ces différentes définitions commencent à être un petit peu remises en cause. Olivier Jérôme, donc le cancer de la prostate peut toucher des hommes jeunes. Quelle est la tranche d'âge d'hommes atteints par ce cancer qui frappe à votre porte pour vous demander de l'aide? Alors aujourd'hui, effectivement, la moyenne d'âge est 75 ans à peu près. Malheureusement, c'est une moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des hommes beaucoup plus âgés qui ont tendance à nous appeler de moins à 80 ans, etc. Donc des personnes qui ont, d'ailleurs souvent qu'on ne traite pas, me semble-t-il, à un certain âge. Et après, à côté de ça, malheureusement, on a nous de plus en plus, et on a pas mal de cas, de gens qui, à 50 ans, voire un petit peu avant ou de façon beaucoup plus rare, mais qui ont des cancers des fois même très agressifs au niveau de ça. Donc l'âge, effectivement, est relativement important et nous, on essaye de bien dire attention, à partir de 50 ans, il faut faire attention. Donc voilà, la moyenne d'âge est 75 ans, mais encore une fois, c'est une moyenne et donc il y a beaucoup d'hommes encore jeunes, 50 ans, on est jeunes, qui sont des fois dépistés d'un cancer de la prostate et qui arrivent effectivement avec des formes qui des fois en plus sont très, très graves. Docteur Philippot, professeur Timsit, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur les facteurs de risque de ce cancer. Donc, on vient de le voir, premier facteur de risque, l'âge. Est-ce que l'hérédité est considérée aussi comme un facteur de risque? Si on a un père ou un grand-père qui a eu ce cancer, est-ce qu'on a plus de risque de l'avoir à son tour? C'est le principal facteur de risque. Aujourd'hui, du cancer de la prostate, c'est le fait d'avoir des antécédents familiaux de cancer de la prostate. Pas que de la prostate d'ailleurs, des antécédents familiaux de cancer du sein ou de l'ovaire vont aussi être un facteur de risque. A fortiori, si on a plusieurs apparentés dans la famille qui ont eu le cancer de la prostate, c'est un élément héréditaire qui peut être ce qu'on appelle monogénique, c'est-à-dire qu'on a une mutation d'un gène qui donne un facteur de risque de cancer, mais ça, c'est pas du tout la majorité. Dans la majorité des cas, on parle d'hérédité polygénique, c'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité d'analyser le gène incriminé. Ce sont un ensemble de facteurs de risque qui fait qu'on ne connaît pas forcément, on n'identifie pas le gène qui a été transmis, mais clairement avec des familles à risque de cancer de la prostate, à tel point Et ça peut que être aussi un ensemble de gènes. complètement. C'est exactement ça, et ça devient les critères essentiels pour proposer ce diagnostic précoce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les patients qui ont des antécédents familiaux vont être sollicités pour que l'on propose un diagnostic plus tôt, c'est-à-dire plus vers 40-45 ans, avant même ces 50 ans, en raison de ce facteur de risque principal.
Des études ont mis en avant un facteur de risque un peu moins connu que les autres, c'est l'origine ethnique. Dans quelle région du monde est-on le plus concerné? Alors, l'origine ethnique, entre guillemets, hein, c'est effectivement un grand sujet de discussion dans le cancer de la prostate, parce que ce dont on se rend compte, c'est que dans certaines zones, effectivement, du monde, il y a une incidence plus importante, une mortalité plus élevée. Quelle région? Alors, notamment les Antilles, pour ce qui est de la France, hein, des Antilles françaises. En fait, on se rend compte également que c'est le cas dans certaines régions de l'Afrique, et également dans les populations afro-américaines. Et puis, on se pose toujours la question aussi de facteurs environnementaux de type, pour citer des débats d'actualité, des questions, par exemple, de pesticides dans nos régions antillaises. Et donc, il y a probablement une petite part de vrai pour ces différents éléments. Mais c'est des choses qui sont, je dirais, qui sont toujours très difficiles à étudier. D'autant plus que moi, je suis souvent inconfortable avec les analyses ethniques, puisque soit on imagine que c'est uniquement sur un groupe ethnique et donc sur une étude génétique, mais en réalité, quand on parle de zone géographique, il n'y a pas d'origine ethnique unique. Hein. Moi-même, je ne sais même pas de quelle ethnie, à laquelle ethnie j'appartiens. Alors ça, ce serait une vision qui serait très racialiste de la société. Je rappelle que les études ethniques sont interdites en France, donc les données qu'on a sont sur des études étrangères, en particulier nord-américaines. Et donc, il est vrai qu'on va se retrouver avec une réalité. Sur le continent asiatique, il y a beaucoup moins de cancer de la prostate et une plus faible mortalité par cancer de la prostate, mais très certainement que, par exemple, en Europe de l'Ouest, on va avoir de façon intriquée une cause génétique transmise par l'hérédité, mais également un accès aux soins, un niveau socio-économique, une exposition à des produits environnementaux, etc., qui vont conditionner la prévalence de la maladie. Donc ne pas négliger le mode de vie vis-à-vis de l'aspect ethnique. Et l'alimentation, par exemple, puisqu'on parle du mode de vie, est-ce que l'alimentation joue un rôle? Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier, des aliments à éviter au regard du cancer de la prostate? Alors, dans le cancer de la prostate, on n'a pas réussi à identifier un élément spécifiquement interdit, c'est-à-dire qui augmenterait le risque relatif. On sait que le syndrome métabolique, c'est-à-dire le fait d'être en surpoids avec des troubles du bilan lipidique, cholestérol, triglycérides et de l'hypertension artérielle, était associé à un surrisque de cancer de la prostate. Donc clairement, une alimentation équilibrée et surtout une activité physique va permettre de prévenir le cancer de la prostate. En revanche, on n'a pas un aliment interdit pour lequel on aurait réussi à définir ce risque-là. Donc sédentarité, surpoids, facteur de risque de nombreux cancers, dont le cancer de la prostate, on peut le dire. Absolument. Alcool, tabac, cannabis, est-ce que ce sont aussi des facteurs de risque de ce cancer? Mais justement, moi, je vais adopter une ligne assez proche de celle qu'adoptait le professeur Timsit concernant justement tout ce qui était alimentation. C'est que oui, l'alcool, oui, le tabac donnent un surrisque de survenue de nombreux cancers et pas forcément que de cancer de la prostate. Donc si on regarde certaines associations, oui, on a l'impression que l'augmentation du tabagisme et puis, je dirais, une consommation excessive d'alcool pouvait, dans certains cas, être rapportée comme associée à un petit surrisque de cancer de la prostate, mais pas que. Donc, je dirais que les conseils relatifs au mode de vie, à l'activité, à l'alimentation, sont des conseils un petit peu généraux. Qu'il faut retenir, par contre, à côté, c'est que le cancer de la prostate n'est pas, par exemple, le cancer du poumon où nous avons un agent causal extrêmement bien identifié qui augmente de manière très, très importante le risque et sur lequel on peut focaliser toutes nos forces en termes de prévention. On est vraiment sur une maladie qui, probablement, a de nombreuses causes un petit peu intriguées. Ce qui est important pour nous, c'est d'interagir avec nos patients pour les facteurs qui sont modifiables. Le tabac, oui, c'est un petit surrisque de cancer de la prostate. Alors, c'est pas rien, un petit surrisque, on estime à peu près à 9% le nombre de cancers de la prostate qui sont dus au tabac, qui auraient pu être prévenus. Donc, c'est pas rien d'un point de vue préventif. Maintenant, le patient qui a un cancer de la prostate, et ben là encore, le tabac diminue la cicatrisation, va entraîner des résultats négatifs des traitements qu'on va proposer, que ce soit de l'irradiation ou de la chirurgie. Donc là encore, il y a un vrai rôle du patient de pouvoir limiter ces facteurs de risque pour prévenir les choses. Le cannabis n'est pas mis en cause dans le cancer de la prostate. En revanche, il augmente le cancer du testicule, puisque c'est un sujet qui intéresse aussi Sérum. Quant à l'alcool, il est responsable de plein d'autres pathologies, mais là encore, pas directement du cancer de la prostate. Autre facteur de risque qui a été mis en évidence dans certaines études scientifiques, le travail de nuit ou en horaire décalé qui augmenterait le risque de cancer de la prostate. Vrai ou faux? Alors, le travail de nuit, effectivement,
je dirais, va entraîner certains changements d'ordre d'équilibre hormonal et notamment de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil que l'on connaît assez bien désormais. Et on a l'impression, effectivement, mais ces études sont relativement récentes, qu'on peut avoir un surrisque, là encore, de cancer de la prostate, mais là aussi de nombreux cancers. Olivier Jérôme, est-ce que dans votre association, certains patients s'interrogent sur les causes de leur cancer ou est-ce que finalement c'est un sujet qui ne les préoccupe pas énormément dans la mesure où peut-être leur cheval de bataille, c'est guérir? Ouais, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, ce n'est pas la préoccupation première. On va dire quand ils appellent, effectivement, ils savent qu'ils ont un cancer. Ils ne se sont pas vraiment occupés de pourquoi et comment ils ont eu ce cancer-là. C'est vraiment plutôt s'axer sur les questions de tout ce qui va aller autour, la qualité de vie, va-t-on survivre? Déjà, ça commence par là, hein, à un moment donné, hein, dans le système, c'est va-t-on survivre effectivement d'un cancer de la prostate? Qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Mais la cause en elle-même, non, n'est pas vraiment abordée. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on aille un peu plus sur prévenir les cancers, mais il y a l'alimentation, le sport, etc., qui sont certaines choses qui peuvent favoriser, en tout cas, et éviter certains cancers. Mais aujourd'hui, non, les gens qui nous appellent, honnêtement, c'est très rarement sur la cause. Et donc, c'est vraiment comment je vais pouvoir vivre avec mon cancer? Est-ce que je vais survivre? Déjà, la première question. Et surtout, s'occuper vraiment de son futur et pas de ce qui était avant, malheureusement. Alors bien sûr, nous allons aborder ce sujet. Nous allons parler maintenant du dépistage et du diagnostic. Alors comment pratiquer le dépistage du cancer de la prostate, professeur Timsit? Alors, le dépistage, en termes de dépistage de masse, aujourd'hui, n'est pas d'actualité, en tout cas en France. Il n'y a pas de dépistage systématique et on peut le regretter et on pourra y revenir. Aujourd'hui, on propose un diagnostic précoce de façon individuelle qui va reposer sur l'interrogatoire pour analyser justement ces facteurs de risque et en particulier les antécédents familiaux dont nous avons parlé tout à l'heure, le toucher rectal pour palper la glande prostatique et le dosage du PSA, qui est une protéine qu'on dose dans le sang. Alors, c'est une protéine qui n'a pas beaucoup d'intérêt, elle permet de fluidifier le sperme, mais en soi, c'est juste un marqueur que l'on va utiliser, qui est un marqueur d'activité de la glande prostatique, qui va augmenter, qui va s'élever quand on a une pathologie de la glande, et on parlait tout à l'heure de l'hyperplasie bénigne de la prostate, cette maladie qui fait qu'on se lève pour aller uriner ou qu'on a du mal à uriner, qui n'a rien à voir avec le cancer. Qu'on appelle l'adénome de la prostate. C'est l'adénome, le PSA monte dans l'adénome, mais il va monter encore plus dans le cancer de la prostate. Et donc on a ces faisceaux d'indices, c'est-à-dire l'interrogatoire, le toucher rectal, le dosage du PSA, qui peuvent conduire éventuellement à proposer une imagerie par résonance magnétique et ou des biopsies de la prostate pour aller faire un diagnostic ou éliminer un diagnostic de cancer de la prostate. Donc, vous l'avez dit, il n'y a pas, comme pour le cancer du sein, chez les femmes à partir de 50 ans, un dépistage de masse organisé. Il n'y a pas ça pour les hommes vis-à-vis du cancer de la prostate, mais faut-il le souhaiter? Est-ce que ça vous paraît important? Alors, à titre personnel, oui. À titre plus général, il y a eu une réunion du Conseil européen assez récemment, donc tous les ministres de la Santé, fin décembre, qui a conclu sur le fait qu'il était temps que les États proposent, chacun en voyant les modalités, un dépistage, ou en tout cas une prise en charge de dépistage du cancer de la prostate, puisqu'effectivement, ce qui faisait peur auparavant, c'était quoi? C'est très simple, on disait que c'est un cancer fréquent, c'est vrai, c'est un cancer qui ne tue pas beaucoup, fort heureusement c'est vrai, mais il tue quand même 8000 patients, 8000 hommes par an en France, et c'est un cancer dont le traitement peut avoir des morbidités. C'est ça qui est essentiel. Si on avait des traitements qui étaient absolument inoffensifs, on pourrait traiter tout le monde. Quand vous parlez de morbidité, ce sont les effets secondaires liés au traitement. Exactement. Il existe des effets secondaires liés au traitement, donc on ne veut pas exposer des patients qui ne seraient pas morts du cancer de la prostate à des effets secondaires de façon disproportionnée. Et donc on manquait d'études pour pouvoir affirmer qu'il y avait un bénéfice à faire ce diagnostic, un bénéfice à l'échelle de la population. Quand on parle de diagnostic individuel, ça veut dire qu'à l'échelle individuelle, on sait qu'on va apporter un bénéfice. Mais à l'échelle d'une population, c'était moins évident. Et aujourd'hui, on a enfin des études avec un suivi suffisamment long qui montrent que si on propose de façon raisonnée, c'est-à-dire ce n'est pas un PSA tous les 6 mois, ce n'est pas 15 consultations par an, mais si on propose ce dépistage dans une population, on va avoir une réduction de mortalité de près de 30%. C'est ce qu'on observe dans d'autres cancers que vous avez cités pour lesquels il existe un dépistage de masse. Donc il y a une vraie réflexion à avoir aujourd'hui, effectivement, vers ces stratégies-là. Donc vous avez dit évidemment pas de PSA tous les 6 mois. Le rythme, ce serait quoi? Comme pour les femmes, une mammographie tous les 2 ans, un PSA tous les 2 ans? À peu près ça, tous les 2 à 4 ans, mais ça va dépendre là encore de la valeur absolue du PSA. Si le PSA est à 0,2, peu importe, enfin s'il est très très bas à 60 ans, c'est probablement pas la peine de le faire avant 4 ou 5 ans.
En revanche, ça va être aussi corrélé à la présence ou pas de ce fameux adénome. On a cet ennemi, entre guillemets, du dépistage, qui est cette maladie parfaitement bénigne qui peut donner des PSA élevés et qui va faire en sorte que l'urologue doit faire la part des choses pour ne pas faire par excès un dépistage de cancer de la prostate alors que cela n'a pas lieu d'être. Olivier Jérôme, j'imagine que l'association Sérum est plutôt favorable à un dépistage organisé en France. Est-ce que vous souhaitez ce dépistage? Vous militez en quelque sorte pour ce dépistage? Nous, on milite depuis quelques années effectivement là-dessus et effectivement parler plus de diagnostic précoce jusqu'à présent. C'est-à-dire que le but, effectivement, c'est d'informer les hommes qu'à partir d'un certain âge et peut-être plus tôt, de 50 ans et peut-être plus tôt, on va dire, dans des cas héréditaires avec des causes fréquentes, de pouvoir le faire plus tôt et de faire un taux de PSA. Le PSA, effectivement, est un indicateur et malheureusement pas qu'un indicateur d'un cancer de la prostate. Donc c'était un petit peu le problème jusqu'à présent. Donc ça, c'est une démarche volontaire. Ça, c'est une démarche volontaire, individuelle. Et ça, on l'a toujours vraiment prôné pour dire, voilà, allez-y, faites attention. Et après, de voir l'évolution potentiellement, justement, d'un taux de PSA qui va évoluer, puisque bien souvent, c'est plutôt cette évolution-là qui est importante de voir, à tous les combien de temps, le doublement ou des choses comme ça. Donc ça, on le prônait. Donc heureux de voir effectivement que les choses commencent à bouger au niveau de l'Europe et peut-être effectivement au niveau France, avec toujours effectivement cette problématique de si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et si on cherche, on trouve des choses. Mais après, c'est qu'est-ce que l'on fait? Et on a aujourd'hui effectivement tout le corps médical qui est là pour essayer aux hommes de prendre la bonne décision sur une information qui est là. Mais oui, on est bien sûr pour, mais encore une fois avec quelque chose de raisonné. Voilà, le but n'est pas de le faire tous les 6 mois, effectivement, mais de pouvoir le prôner, le faire de façon individuelle et puis systématique si ça peut se faire. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, trop d'hommes sont découverts trop tard, effectivement, au niveau d'un cancer de la prostate, alors que finalement, les évolutions médicales ont eu lieu depuis des années avec beaucoup d'avancées et c'est vraiment important de pouvoir avoir tous ces traitements qui évoluent. Et de les avoir le plus précocement possible afin de mettre toutes les chances de son côté. C'est ça. Docteur Philippot, quels sont les examens complémentaires pour le diagnostic? Parce qu'on l'a vu, le taux de PSA n'est pas indicateur que du cancer de la prostate. Donc, est-ce qu'il y a des examens qu'on peut faire en plus pour affiner ce diagnostic? J'ai effectivement en tête deux grandes choses. Le PSA va nous permettre de déclencher ces 2 grandes choses. D'une part, c'est de faire d'affirmer le diagnostic. Et ça passe par la biopsie. La biopsie, c'est un prélèvement de la prostate qui peut se faire sous contrôle, notamment échographique. Est-ce que cela nécessite une anesthésie locale, générale? Est-ce que c'est douloureux? Alors, aujourd'hui, c'est un acte qui peut parfaitement se réaliser en ambulatoire. Donc, il n'y a pas toujours de nécessité d'anesthésie. Il n'y a pas de nécessité particulièrement d'anesthésie générale, du tout. C'est un acte aujourd'hui qui est fait de manière courante avec en général une très bonne tolérance. Je pense que le professeur Timsit qui en réalise, je dirais, à peu près plusieurs fois par semaine doit pouvoir... Oui, c'est sous anesthésie locale. C'est d'ailleurs même pas en ambulatoire, c'est en externe. C'est un examen qui est peu douloureux, qui reste inconfortable. Et c'est un examen qui est tout de même associé à un risque d'infection urinaire, une infection urinaire sévère, dans à peu près 5-6% des cas. Donc ça reste un examen qui n'est pas anodin, qui est inconfortable et pas anodin, pour lequel l'indication doit justement être pesée avec beaucoup de mesures, comme on sait le faire dans une pratique clinique, on va dire, raisonnable et raisonnée. Donc vous pensiez à d'autres examens, donc la biopsie et... Effectivement, la biopsie, et celle-ci, la biopsie, elle peut être guidée par l'imagerie, tout comme le deuxième élément très très important pour justement explorer cette suspicion de cancer de la prostate, c'est que si on fait le diagnostic positif, il faut savoir si la maladie a pu partir, entre guillemets, ailleurs que dans le cancer ailleurs que dans la prostate elle-même, mais dans les régions environnantes. Et donc ça, c'est effectivement ce qui va être le bilan d'imagerie. L'IRM pour caractériser plus finement les localisations du cancer au sein même de la prostate, donc c'est une IRM de la prostate. Et puis de manière plus générale, quand on est face à un cancer avec des facteurs de risque de dissémination comme on l'entend, eh bien on va associer à ça des techniques de scanner et des techniques de scintigraphie qui vont aller explorer plus finement les organes et nos régions osseuses.
Tous ces examens qui permettent le diagnostic vont-ils permettre de diagnostiquer à un stade précis? Parce que pour le cancer de la prostate, on sait qu'on va diagnostiquer à un stade, il y en a combien de ces stades? Et déjà, comment définir la notion de stade, hein? Ça existe aussi pour d'autres cancers. C'est quoi un stade en cancer? Alors, il y a plusieurs questions dans la vôtre. La première sur les examens d'imagerie. Oui, ça permet. Mais alors, vous voyez, paradoxalement, l'IRM, attention, l'IRM, on ne la fait surtout pas dès qu'on est gêné pour uriner, parce que là encore, l'IRM montre des choses dans l'adénome de la prostate. Donc, si à chaque fois qu'on a juste des symptômes, on fait des IRM, on va alors là se faire des biopsies à tout bout de champ dans des mauvaises indications. L'IRM, au contraire, elle a un intérêt, c'est qu'elle nous permet d'éviter des biopsies inutiles. C'est presque dans ce sens-là. C'est que l'intérêt de l'IRM est justement de nous éviter de diagnostiquer des tout petits cancers indolents qui n'auront aucun impact sur le patient et de nous aider à nous focaliser s'il y a exposer le patient à des biopsies que s'il y a un réel risque d'avoir un vrai cancer, s'il y a un cancer significatif. Donc l'IRM, c'est le premier examen de recours après le PSA et le toucher rectal. Une fois qu'on a une suspicion de cancer, effectivement. Et la biopsie surtout pas avant. Vient ensuite. Absolument, parce que l'IRM va guider la biopsie justement dans ce cas de figure, et ça a été bien démontré. Maintenant, le stade, alors il y a souvent dans les séries américaines, les cancers stade 4, stade 3, c'est des classifications en fait américaines de métastases ou pas, qui sont un peu utilisées par les oncologues, et encore pas tellement en France. Pour le cancer de la prostate, on a la maladie qui est localisée, on peut être localement avancé, et on a la maladie métastatique disséminée en fait. Par contre, on utilise beaucoup la notion de grade. Le grade, c'est pas l'avancement de la maladie dans sa dimension, dans sa chronologie, c'est l'agressivité des cellules. Et on peut avoir un cancer agressif ou un cancer peu agressif, et il n'y a pas forcément de gradation chronologique, c'est-à-dire qu'on peut avoir d'emblée un cancer très agressif, c'est un stade précoce, un petit cancer localisé, mais très agressif. C'est ça qui complexifie un tout petit peu les choses, mais qui fait que nous, praticiens, finalement, on ne s'intéresse pas que à l'étendue de la maladie, mais surtout au type de cellules pour proposer de façon assez personnalisée un traitement en fonction de cela. Donc c'est le stade et le grade qui sont des éléments essentiels. D'accord. Donc 3 stades finalement. Cancer localisé. Oui, au quotidien, on va dire. Ou métastatique. Alors après, bien sûr, dans métastatique, il y a plein de différentes stades, mais qui sont plus des étapes chronologiques de l'évolution de la maladie. Mais oui, si on résume à ça, je pense que pour nos auditeurs ou nos téléspectateurs, c'est une façon très claire de comprendre cette maladie. C'est une façon très claire, et je me permets de rebondir pour dire qu'effectivement, moi, ce que je dis souvent à mes patients, c'est que j'évite de parler de stade 4 ou autre, puisqu'on va avoir, si on parle de maladies disséminées, des situations extrêmement différentes, en fonction du grade, des pronostics extrêmement différents, et des perspectives de vie extrêmement différentes en fonction des traitements qu'on va donner. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des classifications, en tout cas les 1, 2, 3, 4 que l'on entend régulièrement, qu'on utilise extrêmement peu au quotidien. Oui, parce que si on vous comprend bien, on peut avoir un cancer localisé mais très agressif, ou un cancer avancé mais qui va se développer très, très, très lentement. C'est à peu près ça. Exactement. D'accord. Et donc c'est là où nous, on doit faire la part des choses et corréler ça à l'espérance de vie, aux autres pathologies des patients, pour définir s'il y a besoin d'un traitement et si oui, lequel. Alors justement, puisqu'on parle des traitements, le patient va être amené à voir de nombreux professionnels pendant son parcours. Comment faire en sorte que son parcours de soins soit le plus simple possible ? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de professionnels impliqués dans le cancer de la prostate. Maxime Duflot l'a dit tout à l'heure, on aurait pu également avoir un oncologue radiothérapeute autour de la table. On a également aujourd'hui des nouvelles techniques d'imagerie, alors qui sont un peu, qui se basent en fait sur la médecine nucléaire, et où on a aussi des traitements potentiels avec ça. En fait, on a tout un tas de professionnels qui vont intervenir sur les dossiers. Aujourd'hui, je pense que la clé, c'est la coordination entre ces différents professionnels pour la coordination pour la prise en charge du malade, mais aussi pour le voir et lui expliquer les tenants et les aboutissants de chaque prise en charge, parce que quelquefois les prises en charge se superposent, ou quelquefois le patient va avoir le choix entre différentes prises en charge. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont mis en place des consultations où le patient va être reçu par justement les différents professionnels qui peuvent être impliqués dans sa prise en charge.
avec des prises en charge derrière qui vont être systématiquement, et ça c'est les qualités de notre organisation en France, je trouve, c'est que nous avons des réunions de concertation pluridisciplinaires où ce panel de professionnels se réunit pour décider de la meilleure orientation thérapeutique pour chaque patient. Ça fait un peu plus de 20 ans, hein, c'était le plan cancer du tout début des années 2000 qui a rendu obligatoire et opposable le fait de présenter nos patients dans ces réunions pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, tout patient pour qui un diagnostic de cancer de la prostate a été posé et à qui on propose une stratégie thérapeutique, eh ben, cela a été discuté de façon collégiale dans une réunion où de façon obligatoire, il y avait un médecin radiologue, celui qui regarde l'IRM ou les examens, un médecin anatomopathologiste qui est le médecin qui regarde au microscope le type de cellules, le grade, l'agressivité, qui est souvent celui qui a lui-même l'analyse des biopsies du patient, un urologue, un oncologue, un radiothérapeute. En fait, tous ces professionnels sont réunis pour proposer, pour discuter, pour vérifier que rien n'ait été oublié. Et donc, c'est quelque chose que parfois le patient ne voit pas, mais c'est plusieurs heures de discussion, pas par patient, mais plusieurs heures à l'échelle d'un service, chaque semaine, pour justement proposer ça à tous nos patients. Et ça, c'est dans toute la France. Et du coup, ces multiples regards sur un dossier permettent de donner, de prescrire le meilleur traitement possible à un patient donné. Absolument, avec l'apport du clinicien qui a vu le patient. Parce que dans tout ce que j'ai dit, on va se baser sur ces examens-là, sur l'âge civil. Mais ce qui est important aussi, c'est l'âge physiologique, c'est le discours, c'était la consultation singulière, quelle était la sexualité du patient, quelle est sa situation familiale, est-ce qu'il vit seul, est-ce qu'il est en couple, est-ce qu'il est remarié, est-ce qu'il veut avoir des enfants. Tous ces éléments-là sont essentiels et ça, c'est l'apport du clinicien qui a pu discuter le plus longuement possible avec son patient en consultation. Alors, quand il y a eu le diagnostic, quand on aborde la question des traitements, il y a une peur qui est récurrente chez les hommes. Est-ce que le traitement va être castrateur, vrai ou faux? Est-ce qu'il y a des traitements qui vont être délétères pour la libido et la fonction érectile? Très vaste question. Castration, ça veut dire on n'est plus capable de fabriquer de la testostérone. D'ailleurs, des fois, c'est confondu par les patients avec l'émasculation, c'est-à-dire l'idée qu'on va venir chirurgicalement enlever les bourses et enlever, bien sûr, ce n'est pas le cas. Oui, il y a une castration chimique ou d'ailleurs chirurgicale qui peut être proposée, qui est le traitement de base du cancer métastatique. Parce que c'est un cancer qui est hormonodépendant, c'est-à-dire que la testostérone des patients nourrit davantage les cellules cancéreuses et donc il faut qu'on casse cette matière première de la cellule cancéreuse et qu'on abaisse la testostérone. C'est vrai. Maintenant, dans la maladie localisée, quand on veut proposer un traitement curatif, il n'est pas question de proposer une castration, encore que quand on fait une radiothérapie, on peut proposer pendant quelques mois cette suppression androgénique qui va aider la stratégie avec la radiothérapie pour tuer les cellules cancéreuses, mais c'est uniquement transitoire et ça ne se fait pas avec la chirurgie, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas cette sécrétion de testostérone. Il n'y a pas de castration, il n'y a pas de baisse de la libido. Par contre, ces traitements-là de la maladie localisée, que ce soit la chirurgie ou la radiothérapie, vont un petit peu endommager les nerfs érecteurs qui passent tout autour de la prostate et qui vont entraîner là non pas une baisse de la libido, encore que lorsqu'on annonce un cancer et qu'il y a une prise en charge, la libido, c'est pas toujours ce qui est de plus simple, mais qui va en tout cas entraîner directement une difficulté érectile, une petite insuffisance érectile qui est un élément essentiel de notre prise en charge, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de stratégies thérapeutiques pour minimiser l'impact des traitements sur cette insuffisance érectile. Donc deux choses différentes, la libido et les érections qui ne sont pas conditionnées. Et d'ailleurs, l'érection elle-même donne une rigidité qui n'est qu'une petite partie de la sexualité. C'est important de discuter avec nos patients de la sexualité qu'ils ont. L'érection, le rapport pénétrant, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la sexualité. Et c'est probablement encore plus vrai à 75 ans qu'à 25 ans en tout cas. Alors, concernant justement les traitements chirurgicaux, il y a beaucoup de patients qui se posent la question sur la façon dont ils vont être opérés. Est-ce qu'il y a plus ou moins de risques quand on est opéré à ciel ouvert, comme on dit, ou par une technique mini-invasive, ou encore à l'aide d'un robot chirurgical? Est-ce qu'il y a des données scientifiques sur ce sujet? Alors oui, je me permets de répondre à une question piège pour un oncologue. Alors très clairement, dire que le robot a permis d'améliorer les résultats du traitement du cancer, c'est faux. En réalité, on traite aujourd'hui le résultat de traitement du cancer, c'est-à-dire à réussir à débarrasser le patient du cancer ou pas, on ne le fait pas mieux aujourd'hui que ce qu'on fait il y a 20 ans. Par contre, on arrive très nettement à améliorer les suites opératoires. Et là où la chirurgie mini-invasive, facilitée par la robotique, et c'est indéniable aujourd'hui, a changé la donne, c'est qu'on va avoir des patients qui vont beaucoup moins saigner, avoir beaucoup moins mal,
rester à l'hôpital beaucoup moins longtemps, récupérer une continence beaucoup plus rapidement, si ce n'est immédiatement après l'opération, et avoir des meilleures érections. Donc le résultat fonctionnel et le taux de complications est totalement diminué grâce à ces techniques mini-invasives, mais malheureusement, elles ne traitent pas mieux le cancer. Au contraire, on va faire une chirurgie qui va être beaucoup plus fine, beaucoup plus conservatrice pour avoir moins d'effets secondaires, mais il faut rester humble, c'est pas ça qui va guérir la maladie si elle est déjà disséminée. Olivier Jérôme, j'imagine que c'est un sujet majeur et que vos adhérents vous posent ce genre de questions. Est-ce qu'ils sont inquiets par les suites des traitements? Ils sont très souvent inquiets parce que la majorité, très honnêtement, des appels que l'on a sur le centre d'écoute, c'est des problèmes soit de sexualité, soit d'incontinence, effectivement, qui sont là. Et surtout, je pense, le manque d'information. En fait, c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, ils sont inquiets, donc peut-être qu'ils en parlent à certains professionnels de santé, mais peut-être pas toujours non plus. Certains sont plus à l'aise aussi avec des sujets que d'autres vis-à-vis de ça, mais aujourd'hui, voilà, ça fait vraiment partie des questions qui n'osent peut-être pas poser à leur médecin, mais qui viennent échanger avec nous. Ils peuvent échanger avec des patients qui sont passés par là ou qui passent par là, qui sont encore dedans, etc. Mais oui, c'est des questions primordiales. Et je pense que le sujet de la sexualité, effectivement, quand on parlait de différents âges aussi, à 50 ans ou à 75 ans n'est pas la même non plus, donc avec des répercussions particulières en fonction de tel traitement, de telle chirurgie, etc. Donc les besoins de sexualité sont différents en fonction des âges, des personnes déjà, tout simplement, comme on disait, voilà, c'est bien de connaître un petit peu la sexualité des différentes personnes. Et après, l'autre sujet qui est vraiment très important, que nous on a identifié, c'est pour ça qu'on tenait vraiment à en parler aussi, c'est la partie incontinence, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui existent, mais les hommes n'osent pas en parler. Et c'est peut-être même plus réducteur pour eux encore, parce que la partie sexualité est dans la sphère intime, et la partie incontinence, surtout quand on travaille encore, elle peut être vue au grand jour, etc. Donc oui, c'est vraiment des sujets très importants que l'on aborde avec eux. Et est-ce qu'ils, vous dites, des fois, ils n'osent même pas en parler aux médecins. Comment faire pour que ces sujets soient moins tabous et que le patient et le médecin puissent échanger de façon peut-être plus claire, plus volontaire sur ces sujets-là? Est-ce que c'est le médecin, par exemple, déjà. Oui, déjà le programme d'aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui, constatement d'emploi, c'est important parce que c'est vraiment des sujets comme ça. Et après, oui, je sais parfois, nous, le but, c'est de les informer par rapport à cette faisabilité, qu'il y a des choses qui sont là, qu'ils savent qu'il puisse y avoir des problèmes de sexualité, des problèmes d'incontinence. Après, comment mieux en parler? C'est vrai que là, c'est un sujet vaste, mais en tout cas, le but, c'est qu'ils le sachent déjà, c'est important. Docteur Philippot, est-ce des sujets que vous abordez forcément dans la consultation au moment où vous allez parler du parcours de soins aux patients? Alors, j'étais justement, avec l'intervention d'Olivier Jérôme, j'étais justement en train de me dire que ces sujets-là, je trouve, sont de plus en plus sur le devant de la scène. Et je pense que c'est une bonne chose d'en parler. Alors, il y a le travail associatif avec Serum, mais je pense aussi que de manière générale, la communication individuelle entre le médecin et le patient, c'est la clé. Et il faut que l'information soit délivrée pour que derrière le patient puisse mettre des mots dessus, en parler et rechercher des solutions notamment. Parce que effectivement, tous ces troubles peuvent être liés, et donc il est important que chaque professionnel soit impliqué, parce que ces troubles peuvent être liés aux prises en charge de la maladie localisée, mais également aux prises en charge de la maladie avancée, avec tout ce qui est question de traitement qui vont faire baisser la testostérone. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont importants, qui reviennent sur le devant de la scène, et je trouve ça très très bien qu'on en parle et qu'on offre des solutions. Moi, j'aimerais qu'on se résume un petit peu sur les effets secondaires, ces dommages collatéraux des traitements. Quels sont les traitements qui provoquent ces troubles d'incontinence ou ces troubles sexuels? Alors, tous les traitements utilisés pour traiter le cancer de la prostate localisé, que l'on utilise la chirurgie, que l'on utilise les rayons externes, la radiothérapie ou la curithérapie, qui est une sorte de radiothérapie interne, ou encore d'autres stratégies, tous ces éléments-là se heurtent à la problématique que la prostate est située entre la vessie et le sphincter urinaire posé sur le rectum. Donc on va avoir tous ces organes de voisinage qui vont être affectés par le traitement, des fois d'ailleurs parce qu'ils sont envahis par le cancer, et donc malheureusement on est obligé de les traiter, on est obligé d'être un peu plus large, le plus souvent uniquement parce que c'est, on va dire, des dommages collatéraux de voisinage, et donc on va avoir ces effets secondaires-là. Ils vont avoir, en fonction des traitements, une chronologie et une modalité différente. C'est un petit peu l'élément essentiel, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le temps qui nous est imparti dans les détails, mais ça c'est le genre
de choses qu'on explique à nos patients. C'est-à-dire que ce soit la chirurgie, la radiothérapie ou autre, les modalités, le type d'effet secondaire va pas être le même et pas être le même dans le temps. Donc c'est ça aussi qui peut guider le choix d'un patient parce que dans certaines situations, pas toujours, on a vraiment une égalité de traitement et le patient peut être acteur de la décision du traitement qu'il va avoir et c'est ça qui va jouer. Et pour être, on va dire, assez schématique, il faut voir que la chirurgie va avoir un effet immédiat un peu plus marqué mais avec une récupération plus aisée. Chez des patients qui sont bien sélectionnés. La radiothérapie, sur la continence et les érections. Alors la continence, c'est de moins en moins un problème immédiat, mais ça reste... Quand je dis moins en moins un problème, c'est qu'avant, il y avait une fuite urinaire qui était totale quand on opérait. Moi, quand j'étais interne, c'était un petit peu les suites de la prostatectomie. Aujourd'hui, on est plus sur des gouttes à l'effort, des petites fuites urinaires. Quand le patient se lève, quand le patient tousse, on a moins la problématique. Elle est devenue beaucoup plus rare de grosse incontinence, mais ça reste, comme vous l'avez dit, un impact majeur sur un homme qui est dans la vie active. Et donc la chirurgie va avoir un impact immédiat, surtout sur la fonction érectile et sur cela, mais ensuite une amélioration progressive qui va se faire mois après mois. La radiothérapie, par exemple, va avoir moins d'effets immédiats en dehors d'effets digestifs, ça entraîne des effets digestifs immédiats. Par contre, va avoir un effet un peu de vieillissement prématuré. Je schématise un petit peu, et il n'y a pas de radiothérapeute avec nous, personne ne va contredire, mais c'est la réalité. Et donc finalement, on a des études qui ont montré que si on se met à 7 ans du traitement, on va avoir les courbes qui se rejoignent, c'est-à-dire une prévalence de ces effets secondaires à peu près similaire. Mais là encore, elle sera un petit peu différente. Par exemple, après la chirurgie, c'est plutôt des petites fuites à l'effort. Comme je vous disais, on tousse, on se lève. Après la radiothérapie, ce sont plutôt des fuites par impériosité, c'est-à-dire j'ai une envie soudaine que je n'arrive pas à retenir. Donc vous voyez, ce sont des petites nuances, mais encore une fois, si on l'explique avant, c'est toujours quand même préférable plutôt que le découvrir après, une fois que le traitement a été administré. Donc nous aurons 2 autres émissions sur ces effets collatéraux, incontinence et troubles sexuels, mais d'ores et déjà, vous pouvez rassurer, ces effets sont parfois réversibles dans une majorité des cas. Oui, en tout cas, on peut accompagner le patient pour trouver des alternatives. Ce qui nous pose effectivement le plus de problèmes va être la dysfonction érectile. Là encore, on a des façons d'anticiper les choses. Quand on a un cancer qui est très localisé dans la glande, on peut faire une hyperpréservation de ces fameuses bandelettes neurovasculaires et avoir des meilleurs résultats. Quand le cancer est un peu plus étendu, c'est aussi notre devoir d'expliquer au patient, de dire non, là dans votre situation, si je passe trop près, on va laisser du cancer, donc il faut passer un peu plus au large. Et l'effet secondaire, c'est qu'on aura des moins bons résultats sur la fonction érectile, qu'on est capable de traiter avec des médicaments, avec du gel, avec des injections dans la verge, avec des prothèses, avec des moyens mécaniques. Bref, il faut ensuite derrière offrir ces stratégies-là qui sont pas toujours simples, qui sont pas toujours acceptées, mais quand elles sont accompagnées, au final, ça se passe beaucoup moins bien que quand on n'explique pas comme il faut ou qu'on ne le propose pas. Maxime Duflot, on sait que le pronostic des patients atteints de cancer métastatique s'est considérablement amélioré ces dernières années. Comment aujourd'hui l'industrie pharmaceutique œuvre-t-elle pour trouver des traitements qui améliorent aussi le quotidien des patients ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est ce qu'on peut dire et c'est la bonne nouvelle aussi pour tout le monde. C'est-à-dire que le cancer de la prostate, maintenant, on parle de plutôt métastatique. Dans ce cas-là, commence à se chroniciser un peu. On est vraiment sur un cancer qui, fort heureusement, va permettre une espérance de vie encore assez longue. Donc, on n'est plus sur des anciens schémas ou sur d'autres cancers où on va chercher vraiment l'efficacité à tout prix, etc. On va essayer de chercher une bonne balance en termes de bénéfices-risques, puisque les patients allons vivre très longtemps encore, eh bien, il faut faire attention à leur qualité de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. On est aussi aidé et accompagné par les autorités de santé qui le demandent de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va maintenant, dans nos études cliniques, vraiment faire appel aux patients. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais en effet, on va proposer par exemple des protocoles et on va demander aux patients si eux, ça peut correspondre à leurs attentes. Donc ça, c'est une des possibilités qu'on a à l'heure actuelle, vraiment impliquer avant même l'étude clinique les patients, mais aussi pendant l'étude clinique, maintenant, quasiment toutes nos études ont aussi des questionnaires patients. Avant, ça n'existait pas forcément. On va demander l'avis du patient, ce que lui ressent, et non plus, parce qu'on a vu qu'il y avait peut-être parfois quelques petites différences entre ce que le clinicien va percevoir. Et donc,
il y a quelques années, c'était le clinicien qui allait rapporter ses événements désirables, ce qu'il trouvait, son patient, comment il le trouvait vis-à-vis de la conduite de cette étude clinique. À l'heure actuelle, on va vraiment inclure les patients pour leur demander vraiment eux-mêmes de remplir ces questionnaires. Et c'est un paramètre très important, ensuite, qui va être pris en compte pour bien l'arrivée sur le marché, ni plus ni moins que de nos produits, pour dire est-ce qu'on va aussi avoir un impact positif sur leur qualité de vie, ou au moins préserver cette qualité de vie. Donc c'est vraiment, maintenant, on va changer grâce à cette chronicisation, on va vraiment changer un peu notre vision, et on va essayer de faire en sorte de, bien entendu, faire vivre les patients plus longtemps, mais dans de très bonnes conditions, les meilleures possibles en tout cas. Donc de cette façon-là, le quotidien, la qualité de vie des patients, puisque les informations émanent du patient, cette qualité de vie, elle est vraiment, chiffrée, étudiée, observée. Ce sont vraiment des données directes. Tout à fait. C'est vraiment des données qui vont servir et voilà, dont aussi on va pouvoir percevoir, enregistrer, c'est surtout très important, et donner aux personnes qui vont utiliser nos molécules, qui sont ici, aussi ces données qui vont pouvoir exposer. Et je pense que c'est très important. On a discuté beaucoup de l'information, et je pense que c'est capital, l'information qu'on peut donner à nos patients. Et l'information, elle passe aussi par les données qu'on a recueillies pendant les études. Donc en tant que clinicien, quand vous voyez votre patient, ça va aussi permettre d'avoir cette information pour leur dire oui, on peut s'attendre à potentiellement, cette qualité de vie-là, ça va servir à ça. Voilà. Enfin, en fait, avoir une information vraiment éclairée. Et je pense que c'est toute l'importance aussi d'être ensemble autour du patient. Et aussi, on a parlé, et on en parlera dans d'autres émissions, je pense du corps, vraiment radiothérapeute, oncologue médical, urologue. Mais il faut savoir aussi que c'est très important de s'entourer en réseau de soins par d'autres spécialités, et ce que vous aborderez aussi dans d'autres émissions autour du cancer de la prostate. Oui, enfin, nous pouvons aborder cette question aussi maintenant, docteur Flippo, parce que effectivement, on peut proposer aux patients des solutions. On parle beaucoup de soins de support, de médecine intégrative. Quelles sont ces médecines complémentaires qui peuvent aider ces hommes qui sont en proie aux effets collatéraux des traitements anticancéreux? Je pense effectivement qu'aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de vie, c'est vraiment des sujets qui sont clairement sur le devant de la scène, et je pense qu'on fait des progrès, même si les offres se développent encore dans beaucoup d'hôpitaux. Alors, c'est beaucoup de l'accompagnement. Par exemple, sur la difficulté psychologique qui peut s'accompagner du diagnostic de cancer, par exemple, ou des effets secondaires, par exemple, des traitements, où on va avoir un accompagnement psychologique possible, mais on a aussi effectivement des médecines complémentaires qui peuvent quelquefois être très utiles. Alors certes, c'est pas toujours basé sur des médicaments, mais aujourd'hui il y a des alternatives qu'on peut proposer. Par exemple, certains de nos traitements hormonaux peuvent provoquer des dérèglements du quotidien, comme des bouffées de chaleur. Et aujourd'hui, certains hôpitaux vont proposer des techniques d'acupuncture pour essayer de soulager ces effets indésirables. Et je dirais que en prenant en compte de plus en plus, non pas effectivement juste un critère froid, mécanique, qui va être la durée d'efficacité de tel ou tel médicament, on va réussir à avoir un meilleur maillage de tous ces désagréments liés au cancer, liés à son retentissement psychologique, liés au traitement, pour essayer de faire en sorte que la vie des patients finalement soit la moins impactée possible, parce que aujourd'hui c'est très important. Est-ce que dans le cas présent du cancer de la prostate, le recours au sexologue est quelque chose d'important dans ces soins de support ? Alors oui, et là aussi je peux probablement appuyer sur mon collègue de gauche, Marc-Olivier Timsit, où je sais que voilà, les questions sexuelles sont aujourd'hui de plus en plus au premier plan. Et comme l'a bien souligné le professeur Timsit, il y a des aspects qui ne sont pas que des aspects mécaniques. Il y a tout un aspect psychologique qui rentre en compte avec les effets secondaires du traitement, mais aussi l'annonce de la maladie. Et derrière, effectivement, il y a des solutions qui sont de l'accompagnement, mais aussi parfois des solutions médicamenteuses, des solutions avec des outils qui permettent, je dirais, de restaurer en tout cas, de minimiser l'impact des traitements. Et ce qui va être important, en fait, c'est que dans ces troubles sexuels, et je pense que tu le vois régulièrement, c'est que
c'est pas une personne, c'est une personne dans un couple en général. Et donc, cet accompagnement, il a souvent besoin d'être fait également à deux. Et c'est là que va entrer en jeu les soins de support et potentiellement la sexologie. On reçoit effectivement le partenaire, la partenaire du patient. Donc c'est vraiment un axe majeur aujourd'hui dans le soutien de ces patients atteints de cancer de la prostate. Oui, absolument. Ceux qui sont en couple viennent assez souvent en couple en consultation et c'est vrai que c'est très, très satisfaisant. Encore une fois, la sexualité n'est pas la même dans les rapports entre aussi un couple hétérosexuel, homosexuel, dans la pratique sexuelle, dans le rapport à la sexualité. Tout ça, j'imagine pas traiter un patient sans le savoir. Et là où je vais vraiment dans le sens du docteur Flippo sur les soins de support, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est que pendant très longtemps, on se posait ces questions que chez les patients qui étaient guéris ou presque. C'est-à-dire que le patient qui était guéri, qui a plus trop l'angoisse du cancer, c'est là que puisque le cancer va bien, on va parler maintenant de tout ce qui est autour. Et en fait, aujourd'hui, le changement de paradigme, c'est qu'on se pose ces questions indépendamment, et on peut avoir une maladie, un cancer qui est encore en cours de traitement, qui a progressé, qui a récidivé, et ben on ne dit pas, tiens, ça c'est plus important, le reste, on met ça de côté parce que c'est secondaire par rapport à votre cancer. Non, parce que comme on sait qu'ils vont vivre très longtemps avec ce cancer qui s'est chronisé, eh bien on prend en charge les deux. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on discutait de l'un ou de l'autre, en fait, mais pas les deux en même temps. Donc les soins de support en parallèle des traitements. Absolument. Alors j'aimerais qu'on termine cette émission aussi sur une note d'espoir. Aujourd'hui, un homme qui se voit diagnostiquer un cancer de la prostate avancé, avec des métastases, on en a parlé, n'a pas forcément la même espérance de vie qu'il y a 10 ans. Hein. Cette espérance de vie a quasiment doublé. Quels sont les progrès qui ont permis cela ? Alors, il y a eu beaucoup de progrès, effectivement, on va dire, ces 20 dernières années. Et puis, on a l'impression, et ça, c'est la chance qu'on a, alors ça va certes jamais assez vite, mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus de progrès, et ça, c'est une note d'espoir. Alors, c'est vrai qu'avant, on a beaucoup parlé des traitements hormonaux, qui visent à contrôler la maladie, à la faire régresser quand elle s'est malheureusement disséminée. Et aujourd'hui, on va avoir des soutiens aux traitements hormonaux lorsque ceux-ci ne font plus leur plein effet sur l'ensemble de la maladie. Alors, on a des nouvelles hormonothérapies. Ce sont des nouveaux traitements qui agissent encore mieux sur le système hormonal et qui vont aller potentiellement augmenter justement ce contrôle de la maladie dans des situations où la maladie était en train de se réactiver. Et beaucoup de ces traitements sont, malgré certains effets secondaires, globalement bien tolérés et sont tout à fait compatibles dans la plupart des cas avec une vie active, avec, je dirais, une vie sociale, une vie quelquefois aussi professionnelle pour ceux qui sont en âge d'exercer, potentielle. Oui, on n'est pas dans le schéma de la chimiothérapie avec la fatigue, ces traitements à faire à l'hôpital. On prend des comprimés chez soi. Alors, là, effectivement, on parlait de l'option comprimée à prendre chez soi, qui est un très bon traitement. La chimiothérapie, aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'on a fait beaucoup de progrès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la chimiothérapie reste un bon traitement du cancer de la prostate lorsqu'il est disséminé. Et le progrès que l'on a fait, surtout, certes, au-delà de l'efficacité, c'est sur les traitements de soutien derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question des nausées, par exemple, qui est un petit peu l'image d'Épinal qu'on peut avoir de ce genre de traitement, aujourd'hui, ce n'est plus, dans ma pratique, une préoccupation majeure, par exemple. Donc il faut bien sûr bien informer les patients des contraintes liées au traitement, mais aujourd'hui, on gère bien mieux les effets indésirables, et on les connaît mieux aussi, de ces traitements-là. Alors, qui dit chimiothérapie dit nausée, effectivement, mais aussi perte des cheveux. Est-ce que c'est une préoccupation masculine ? Alors, c'est une préoccupation pour certains patients, effectivement. C'est une préoccupation, je dirais, qui, dans mon expérience, puisque j'ai pu traiter également des femmes avec d'autres types de maladies, où effectivement, c'est une priorité qui apparaît moins dans mon ressenti que les troubles de continence, que les troubles de la sexualité. Et je ne sais pas si Maud-Guélec je de pense que Sérum, oui, en fait, aujourd'hui, la perte des cheveux chez les hommes, je pense, c'est moins. On a tous un peu plus les cheveux courts. Merci Barthès en 1998 d'avoir effectivement les cheveux rasés. Par contre, il y a une vraie différence. Bon, moi, c'était un petit peu après, donc c'est pour ça que quand j'ai eu mon cancer du testicule. Mais effectivement, voilà, d'avoir la chute des cheveux, c'est traumatisant pour tout le monde.
de vouloir se raser les cheveux, c'est une volonté. Le perdre parce qu'on on l'a pas choisi, c'est plus compliqué. Mais je pense que oui, la préoccupation est plus, enfin, beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, même si ça peut être traumatisant, parce que quand on ne l'a pas cherché, après ça peut être sympa, mais voilà. Concernant les traitements, alors ça, là aussi, c'est pour les questions de note d'espoir, mais je sais qu'il y a aussi des émissions potentiellement dédiées pour un certain nombre d'éléments. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai parlé des 2 grandes catégories de chimiothérapie et de traitements hormonaux qui sont aujourd'hui des développements et des piliers du traitement du cancer de la prostate disséminé. Aujourd'hui, il y a tout un tas de développements thérapeutiques avec des thérapies ciblées, qui peuvent cibler d'autres processus liés au cancer, et d'autres techniques aussi de radiothérapie un peu perfectionnées qui peuvent aller traquer la maladie à différents endroits du corps. Et donc ça, c'est des développements qui datent de ces 2-3 dernières années, mais qui aujourd'hui sont en plein essor et sont probablement des choses qu'on va pouvoir proposer, en plus de tout ce que je vous ai dit, dans les années qui viennent. Donc beaucoup de progrès, mais peut-être encore des progrès à espérer avec la recherche. Maxime Duflot, comment avance la recherche? À quels nouveaux progrès peut-on s'attendre? Je vais vraiment prendre la continuité de ce qu'a dit Ronan. C'est vraiment, à l'heure actuelle, une chance. Je pense qu'il faut peut-être donner une date. Enfin, vous l'avez dit, ça a presque doublé. Ça a doublé. L'espérance de vie d'un cancer métastatique a doublé. Et aussi, pour donner une seule date, avant 2004 et l'arrivée d'une chimiothérapie, il n'y avait aucun traitement finalement du cancer de la prostate métastatique qui avait montré un bénéfice en survie. Donc vous voyez, les premiers progrès, on parle de 2004. Donc on parlait de 98 Barthez, on était champion du monde, mais on avait à l'heure actuelle, à ce moment-là, 0 produit, vraiment 0 médicament sur le marché qui allait améliorer la survie des patients avec un cancer de la prostate métastatique. Donc on peut vraiment dire, on est à l'heure actuelle dans un champ de recherche qui est juste très intéressant et très prolifique. On peut le voir tous les ans, des nouvelles études qui sortent, des nouveaux résultats. C'est à l'heure actuelle un domaine vraiment où on espère, en tout cas, aller encore plus loin que ce doublement de la survie et dans de bonnes conditions en plus. Ronan l'a dit, je pense que à l'heure actuelle, c'est aussi beaucoup d'informations. On a un peu tous les piliers qui sont en place de la prise en charge du cancer de la prostate avec ces chimiothérapies, ces hormonothérapies nouvelle génération, et maintenant, de plus en plus, des ajouts pour faire des traitements qui sont de plus en plus personnalisés. Et on commence à entrer dans ce paradigme qui n'était finalement pas le paradigme de traitement du cancer de la prostate, puisqu'on n'avait rien. Donc, un domaine très excitant en termes de recherche, c'est vraiment, et donc d'espoir aussi pour les patients. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle qu'on peut donner à l'heure actuelle. Et voilà, c'est notre rôle aussi en tant qu'industriel, encore une fois, de faire progresser tout ça, d'amener des nouveaux traitements, de faire avancer la recherche, que ça soit d'ailleurs industriel, mais aussi, il faut savoir, et je pense qu'on est très bien représenté ici, on aide aussi la recherche académique. Et ça, c'est très important pour faire des progrès qui ne sont pas forcément uniquement des progrès, vous savez, pour avoir une autorisation pour notre médicament, mais aussi de faire avancer la prise en charge globale du patient. Et ça passe aussi par des financements académiques. On aide la recherche et on peut le dire aussi, la recherche française, on est vraiment très bien placé pour ce domaine en plus du cancer de la prostate. Je pense que la France amène aussi beaucoup pour des avancées. Et pour améliorer la prise en charge des patients. Donc ça, il faut le dire quand même, on est français, et au-delà de la Coupe du Monde, on fait partie des très très bons élèves, et ça c'est important. Ça pourrait faire l'objet vraiment d'une émission à part, mais aussi parler de la recherche avec vos professionnels de santé, vos médecins, puisqu'il y a beaucoup de recherches en cours à l'heure actuelle. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi en consultation, c'est des choses qui peuvent se discuter. C'est-à-dire que les patients demandent à leur médecin s'il n'y a pas un essai en cours Pourquoi auquel pas. ils pourraient participer, par exemple. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Olivier Jérôme. Si vous aviez un vœu à formuler en tant que
ex-patient, en tant que représentant en tous les cas de tous ces patients qui viennent vers votre association, quels seraient-ils, qu'ils concernent le dépistage, la prise en charge, les nouveaux traitements? Oui, alors plusieurs vœux, mais déjà pour reformaliser un petit peu ce qu'on s'est dit, c'est voilà, c'est aussi d'expliquer qu'il y a de l'espoir. Voilà, ça c'est important, c'est qu'aujourd'hui, enfin, moi quand j'étais plus jeune, cancer c'était mort en fait avant, hein, faut pas se leurrer. Et aujourd'hui, cancer c'est la vie qui continue, c'est des traitements qui sont là. On est aujourd'hui réunis tous ensemble effectivement parce qu'on a tous besoin les autres, on a besoin des praticiens, on a besoin des gens qui font des études, des laboratoires, des associations de patients, parce que tous ensemble on œuvre réellement, comme on disait, par les études, avec la Haute Autorité de Santé. On participe aussi à tout un tas de questionnaires, etc., à faire avancer à chacun vers la guérison des patients. En tout cas, Donc de leur une belle permettre, synergie. voilà, une belle synergie et de pouvoir aussi travailler sur la qualité de vie. Comme on disait, c'est bien d'être traité, mais il faut aussi apporter de la qualité de vie. C'est traiter dans des bonnes conditions pour que la personne puisse le faire. Donc ça, c'est important, c'est de continuer dans ce sens-là. Donc il y a de l'espoir vis-à-vis de ça. On espère aussi, et donc là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent avec effectivement, on va dire, un dépistage. Donc si ce n'est, on va dire, globalisé pour tout le monde, au moins individuel, et de le dire, et qu'à partir de 50 ans, il faut faire attention. Et on espère que les gens l'entendront, parce que plus on est pris tôt, mieux on est guéri, comme dans beaucoup de maladies. Ça, c'est important. Donc voilà, ça, c'est vraiment les gros messages à faire passer, et qu'on est là pour accompagner les patients et les informer. Encore une fois, un patient informé, c'est un patient qui peut choisir, on entend de plus en plus effectivement en discutant avec les patients, avec les médecins, d'avoir vraiment toute cette globalisation, ces échanges qui vont faire que le patient va être traité de mieux en mieux et va pouvoir choisir avec les professionnels de santé quelle sera sa vie de demain, effectivement, et le cancer de la prostate est de plus en plus effectivement quelque chose de chronique. Et donc, il faut apprendre à vivre avec. Et on a aujourd'hui plein de gens dans l'association qui ont 20 ans, 25 ans, qui ont un cancer de la prostate depuis des années. Donc aujourd'hui, c'est un grand signe d'espoir et c'est important de le dire. C'est crucial. Ouais. Merci beaucoup Olivier, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez la retrouver en replay sur plusieurs supports, le site internet de Sérum et aussi les réseaux sociaux de Sérum, les réseaux sociaux de Dis-moi Santé et la page YouTube du laboratoire Bayer. Je vous donne rendez-vous pour 2 prochaines web émissions. Elles seront consacrées entièrement aux effets collatéraux du cancer et de ses traitements, l'incontinence urinaire et les problèmes sexuels. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à très bientôt.